Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilot Reviews. Nous allons revenir sur les nouvelles séries des 15 derniers jours, placées sous le signe de thèmes plutôt redondants, avec des rescapés de kidnapping ou des séries d'horreur, et nous allons commencer sans plus attendre par Fuller House. Je redoutais le moment où j'allais devoir critiquer ça, mais bon, ça y est, la fête à la maison est de retour sur Netflix. Je peux pas vraiment résumer le premier épisode étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus une succession de « Hey, t'as vu, je suis là aussi !» suivi par de longues pauses pour faire intervenir les rires enregistrés. La série commence réellement à partir de l'épisode 2 lorsque les anciens membres du cast font plus que des apparitions en guest star. Ce qu'il faut donc retenir du premier épisode, pour pouvoir le zapper, c'est que DJ Fuller a grandi. Elle est maintenant une mère célibataire avec 3 enfants. Jackson, 13 ans, Max, 7 ans et Tommy, nouveau-né. Suite au décès de son mari, elle se retrouve donc seule pour élever tout ce petit monde. Lors d'une réunion de famille, ses problèmes vont se résoudre. Elle va s'installer dans la maison de son enfance, son père et ses oncles déménageant, sa sœur Stéphanie et son amie d'enfance Kimmy Gibbler, maintenant mère de Ramona, 13 ans, vont emménager avec elle pour l'aider à s'occuper de la marmaille. Passé donc ce premier insupportable épisode, la série, bien que pas très originale, est plutôt bien pour se vider la tête. On blague beaucoup sur l'absence des sœurs Olsen et sur le fait qu'ils sont encore un peu bloqués dans les années 80, rien de bien original ici, mais la série reste plaisante pour les nostalgiques. Stag sur BBC2 où comment un enterrement de vie de garçon dégénère en chasse du comte Zaroff. Ian est un professeur de géographie un peu paumé, se retrouvant coincé dans les Highlands au milieu de banquiers arrogants pour l'enterrement de vie de garçon de son beau-frère. Ces derniers ont décidé d'organiser pour l'occasion une chasse aux cerfs de nuit. Seulement, les éléments se déchaînent, la route est impraticable et leur guide les abandonne. Coincés au milieu de la forêt, ils ne vont pas tarder à découvrir que ce sont eux les gibiers. Je suis assez partagé à propos de ce pilote. D'un côté, la réalisation est superbe avec de belles vues des Highlands et une très bonne utilisation des couleurs. On s'attache très vite à Ian, perdu dans ce groupe, obligé de forcer sa nature pour pouvoir s'intégrer. De l'autre, les personnages en font trop. La série veut nous montrer que quelque part, un con reste un con, quoi qu'il arrive, et va pousser ça à l'extrême. On a le cas, par exemple, de Wendy, au cas où, ici, c'est un prénom masculin, qui va volontairement tomber dans un piège pour récupérer une bouteille de pinard. On a donc une série qui veut nous montrer que l'esprit d'équipe et la cohésion de groupe sont quelque chose d'assez friable face à l'adversité, mais qui, pour nous montrer ça, va en faire des caisses et risque donc, malgré de bonnes intentions, de perdre son public. Heureusement, il s'agit d'une mini-série en 3 épisodes. Bon, je tiens à vous prévenir à l'avance, ne vous laissez pas avoir par le titre. 13 sur BBC 3 n'est pas une série sur l'entrée dans l'adolescence. 13 ans, c'est l'âge auquel Ivy a été enlevée. 13 ans, c'est également le temps durant lequel Ivy a été séquestrée dans une cave par un certain Léonard avant qu'elle ne réussisse à s'échapper. Nous allons donc suivre le quotidien de Ivy qui va tenter de se reconstruire après son enlèvement. La série est dure, très dure. Cela passe énormément par l'interprétation de Judy Comer qui interprète à merveille. À merveille, je suis pas vraiment sûr que ce soit le terme adéquat. Enfin, qui interprète très très bien cette jeune femme vidée de tout ce qui fait d'elle un être humain. Après avoir été sauvée, on doute de son identité. Sa petite sœur ne la reconnaît pas. Ivy ne correspond plus à l'image qu'elle avait de sa sœur. Elle va être harcelée par la presse et commence à se rendre compte que le monde a avancé sans elle. Passé tout cela, y a-t-il de quoi faire une série? Ici en 5 épisodes. On va rentrer dans le policier avec la poursuite de son kidnappeur et certaines incohérences dans son récit. L'histoire s'annonce plutôt bien, mais à ne pas regarder si on est dépressif. La chasse au trésor, c'est cool, mais bon, chez les ploucs américains, c'est chiant. Nous sommes en 1988 dans le fin fond de l'Amérique. Enfin, le Texas, quoi. App et Léonard travaillent dans une roseraie et se font remercier pour une manœuvre moins coûteuse, mexicaine. Trudy, l'ex-femme de App, va le mettre sur la piste d'un magot venant d'un braquage qui a mal tourné et qui gît au fond d'une rivière. La série commence bien, avec une course-poursuite après le braquage et la perte du million de dollars. Mais très vite, ça devient chiant. Les personnages sont clichés au possible, on insiste beaucoup, tout le temps. Le rythme est trop lent sans que ce ne soit justifié, l'écriture n'est pas fluide, on perd rapidement le fil. Après, tout n'est pas acheté. On a une bonne bande son et une belle photographie, mais ça fait pas tout. Ça aurait pu être bien, mais trop lent et trop décousu, c'est raté. Dommage. Peut-on être catho et gay? Réponse avec les Real O'Neills sur ABC. Les O'Neills sont une famille typique d'immigrés irlandais catholiques. Une mère bigote et autoritaire, un père bonne patte, un fils sportif, une fille dans l'humanitaire et le petit dernier, chouchou, fils parfait. Seulement, ce ne sont que des apparences. C'est la bonne surprise de la quinzaine. Une série à mi-chemin entre Malcolm et Scrubs, qui aborde des sujets tels que le divorce, la kleptomanie, l'anorexie et surtout le coming out sur fond d'hypocrisie communautaire. Le rythme est très bon. On arrive avec un bon dosage entre l'humour et de la réflexion un peu plus profonde sans réel temps mort. On est dans un format sitcom mais plus travaillé, sans trop de lieux uniques et surtout sans rire enregistré. Les personnages secondaires ne sont pas encore trop mis en avant mais semblent prometteurs.
on en redemande. Parfois, on tente quelque chose de nouveau au niveau de la réalisation. Des fois ça marche, des fois non. Un corps a été repêché dans la rivière. Les différents protagonistes, enquêteurs, témoins, suspects, proches, vont intervenir les uns après les autres au fur et à mesure de l'avancée des investigations. Murder se distingue des autres séries policières par sa réalisation. Elle emprunte beaucoup aux docu-fictions avec cette succession de personnages qui viennent s'exprimer face caméra pour témoigner jour après jour avec juste quelques images et plans illustratifs qui viennent compléter leurs propos. Du coup, on a plus l'impression de se trouver face à une succession de gens qui lisent leur prompteur. Du fait qu'il n'y ait aucune interaction entre les différents intervenants, on n'a aucune immersion dans l'histoire. Les plans sont assez maniérés et redondants. Au final, on se fait chier. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du pilote. Il y a des moments où les sujets des nouvelles séries se suivent et se ressemblent. Si vous n'avez pas eu SX13, The Family sur ABC continue avec les rescapés de kidnapping. Les Warren sont une famille impliquée dans la vie des communautés de Red Pines. La mère, Claire, bat la campagne pour la mairie alors que son fils Adam disparaît. 10 ans plus tard, Adam revient et cela soulève de nombreuses questions. Le problème de cette série est qu'elle est sortie quasi en même temps que 13 en Angleterre et va donc souffrir de la comparaison. 13 est bien plus rude et réaliste dans la présentation de Ivy qui revient à la vie normale après sa séquestration. Dans The Family, on va toutefois avoir quelques parties pris scénaristiques non abordées dans sa cousine anglo-saxonne qui ne manquent pas d'intérêt. On va ainsi avoir des flashbacks qui vont nous permettre de suivre l'enquête après la disparition du gamin et on va également suivre Hank, le voisin qui a passé 10 ans en prison pour le meurtre d'Adam. Comme dans 13, on va avoir au début de nombreux doutes sur l'identité de Adam. Bref, une série qui n'est pas inintéressante, mais qui a joué de malchance au niveau des dates de sa sortie. Après Scream sur MTV l'été dernier, après Scream Queens sur la Fox à la rentrée dernière, les Slashers Movies en version série sont de nouveau à l'honneur avec, Slasher sur Schiller. Halloween 1988. La famille Bennett est décimée par un tueur masqué. Seul le nouveau-né, extirpé du ventre de sa mère enceinte, survit au massacre. Maintenant devenue adulte, Sarah Bennett décide de revenir habiter dans la maison familiale, lieu du massacre. Mais sa venue entraîne l'apparition d'un tueur qui va copier le meurtrier de ses parents. Appeler une série slasher est assez prétentieux et casse-gueule. Le genre est très codifié et si on ne respecte pas la trame d'un slasher, on sort très vite du genre. Pour rappel, un slasher c'est Halloween, Massacre à la tronçonneuse, Freddy, Vendredi 13, Scream, Souviens-toi l'été dernier, etc. Nous avons un tueur masqué qui a vécu un traumatisme et qui va perpétrer un meurtre. Des années plus tard, une bande de jeunes va faire les cons, ça va réveiller les instincts du tueur, ou un imitateur, qui va commencer à les décimer les uns après les autres. Le héros, ou l'héroïne principale cible, va lui échapper à maintes reprises pendant que ses amis vont tomber comme des mouches. Elle, ou il, va finir par affronter le tueur au moins 2 fois, mais n'échappera pas réellement à la malédiction du tueur. Maintenant que les bases sont posées, est-ce que slasher correspond bien au genre? Pour le point de départ, oui. Ancien meurtre, tueur costumé, imitateur, rescapé qui revient sur les lieux, mais à partir du moment où Sarah Bennett revient effectivement et que cela réveille un imitateur, on va commencer à sortir du genre. Pas de jeunesse dépravée, pas d'armes fétiches récurrentes. Pour les meurtres, on passe du soft passage à tabac à la batte en cachant bien les coups, au gore, démembrement, au couteau, et j'en passe. C'est trop hésitant, ça manque de personnalité et de cohérence, bref, c'est raté. Vous pensiez que tout avait déjà été fait sur l'Antéchrist? Vous aviez peut-être pas tort. Vous vous souvenez de Damien Thorne? Enfin si, l'Antéchrist, le fils de Satan, dans la trilogie des films des années 70, The Omen, la malédiction en français. Damien est de retour et il a grandi. Il est aujourd'hui photographe de guerre et a tout oublié de son passé démoniaque. C'est maintenant un homme bien altruiste, impliqué, mettant son art au service de nobles causes comme par exemple la guerre en Syrie. Seulement, alors qu'il est témoin de violences militaires, une vieille va réveiller en lui les souvenirs de son noir passé. Damien échoue là où Ash vs Evil Dead réussit, en reprenant à la lettre les codes des films. The Omen est très fortement daté années 70 et fait partie de l'univers des amateurs d'horreur. Comme il s'inspirait déjà énormément de la culture populaire et religieuse et a lui-même inspiré par la suite pas mal de films, son contenu peut paraître, pour les spectateurs actuels, assez cliché. Ce sont justement tous ces clichés que notre pilote va juxtaposer. Ça marchait avec Evil Dead parce que le contenu n'est pas forcément sérieux et que dans la série, ils ont su rester dans l'humour. Ici, ça fonctionne pas parce que justement, ils ont dû détacher des films et évoluer. Beaucoup de déjà-vu qui donnent pas vraiment envie de continuer. Cette émission ayant terminé, comme d'habitude, je vous invite à vous faire votre propre avis quant au pitch que vous aurez intéressé. Vous rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro où il n'y a pas vraiment de grosses sorties, un planning plutôt light. Toutefois, on peut noter Netflix Present the Characters, ce qui est intéressant, ou Houdini et Doyle qui retrace l'amitié entre Houdini et Conan Doyle, le romancier, voire Esprit criminel au-delà des frontières. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonjour chez vous.